Les grands enjeux sur SOS Docteur TV, bienvenue à toutes et à tous. La série des hépatites continue sur notre chaîne. Nous en avons fait donc le thème phare du mois de juillet et nous prolongeons dans le mois de septembre. Cette fois-ci, nous recevons le docteur Zakiatou Adam. Elle est médecin de santé publique, responsable de l'unité de prise en charge médicale au programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Docteur, bienvenue. Merci. Alors, les hépatites, la menace est bien réelle. On verra dans le développement de ce numéro ce qu'il en est concrètement. Les hépatites, faut-il toujours en parler selon vous? Oui, bien évidemment. Nous devons toujours continuer par parler des hépatites virales, puisque c'est une infection qui devient aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Bien évidemment, il faut sonner l'alerte, il faut garder donc la veille pour sensibiliser les gens et mobiliser l'opinion autour de cette maladie, avec en toile de fond le dépistage qui est le sujet, qui est l'objet de toutes les préoccupations. On va regarder ce premier élément sonore et visuel et puis nous allons revenir pour dérouler notre entretien avec vous, docteur Zakiatou Adam, épouse Adita. 1,3 million de décès par an dus à l'hépatite, c'est ce qui ressort du rapport 2024 de l'OMS consacré à cette maladie dans le monde. L'hépatite est aujourd'hui la deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse dans le monde, soit autant que la tuberculose. Ce rapport indique en effet qu'en dépit de l'amélioration des outils de diagnostic et des traitements, ainsi que de la baisse des prix des produits, les taux de dépistage et de traitement n'évoluent guère. Toutefois, si des mesures rapides sont prises dès à présent, l'objectif d'élimination fixé par l'OMS pour 2030 devrait rester réalisable. Chaque jour, l'hépatite B ou C tue 3500 personnes dans le monde. En Afrique, l'hépatite virale chronique touche environ 91 millions de personnes, dont 82 millions vivent avec le virus de l'hépatite B, VHB, et 9 millions avec le virus de l'hépatite C, VHC. Le Togo fait partie également des pays de l'Afrique où les hépatites sont fortement endémiques. La Ligue togolaise de lutte contre les hépatites estime la prévalence à 15% sur l'ensemble du territoire et à 35% dans le nord. Face à cette réalité alarmante, des associations et des spécialistes appellent donc à la mise en place d'un programme de lutte contre l'hépatite dans le pays et même dans toute la région africaine. Selon les spécialistes, plusieurs facteurs expliquent la forte prévalence de la maladie au Togo, notamment le manque de sensibilisation de la population et les moyens de prévention insuffisants. Pour l'heure, le financement de la lutte contre l'hépatite virale, que ce soit au niveau mondial ou dans le cadre des budgets nationaux consacrés à la santé, n'est pas suffisant pour répondre aux besoins. Cette situation résulte d'une combinaison de facteurs, notamment une connaissance limitée des interventions et des outils permettant de réaliser des économies, ainsi que des priorités concurrentes dans les programmes de santé mondiaux d'ici à 2030. Retour donc au plateau avec notre invité, docteur Adam. C'est vrai, les hépatites, vous l'avez dit, il faut toujours en parler et encore, parce que justement, la menace est bel et bien réelle. Alors les hépatites, on sait que c'est des infections virales, mais c'est vous la spécialiste. On va faire un petit rappel et puis on va voir les différents types de rappels. Et ça nous permet toujours de bien introduire notre sujet sur les hépatites virales. Oui, à vous. D'accord, merci. Merci de nous avoir invités à ce plateau pour parler des hépatites virales. Oui. Donc, les hépatites, il faut dire qu'on entend par hépatite une inflammation du foie et c'est causé par soit des substances toxiques ou des virus. Donc, ce qui nous fait distinguer deux catégories. Nous avons les hépatites de cause virale et puis les hépatites
de cause non virale. Donc, pour les hépatites virales, aujourd'hui, on en distingue 5 types avec l'appellation A, B, C, D, E. Mais c'est l'hépatite virale B qui est le plus préoccupant. Pour les hépatites non virales, on peut dire que généralement, c'est lié à l'injection des substances toxiques, comme je le dis, pour le foie, bien sûr. C'est le cas de l'alcool, des produits chimiques et même des médicaments. Voilà. Et autres substances psychoactives, on imagine certaines drogues que les gens prennent, le tabac aussi, probablement, qui vont être donc les facteurs de risque, sinon une forme de cause aussi à cette hépatite-là. Alors, l'hépatite virale est devenue un réel problème de santé publique. Vous l'avez dit, ce qui préoccupe le secteur de la santé, bien évidemment. Mais au Togo, le plus souvent, ce qu'on sait, c'est que on a des difficultés à élaborer des statistiques, c'est vrai, des études ne sont pas souvent menées, mais des données parcellaires parfois au niveau donc des services d'épidémiologie, on arrive quand même à dégager un certain nombre de chiffres qui permettent d'avoir une idée de l'ampleur, de la fréquence, de la prévalence des épidémies, je vais les appeler comme ça. Alors, quelle est la situation des hépatites au Togo? Oui, d'accord, merci. D'abord, il faut quand même rappeler que l'hépatite virale représente une lourde charge de morbidité dans la région africaine, et pas seulement au Togo. Et c'est effectivement un véritable enjeu de santé publique aujourd'hui. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport publié cette année, le nombre de décès imputables à l'hépatite virale est vraiment en augmentation. Et cette maladie est la deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse dans le monde. Il y a 1,3 million de décès par an. Donc, ce qui justifie vraiment le fait que l'OMS aujourd'hui tire la sonnette d'alarme sur la nécessité de conjuguer les efforts dans tous les pays. Et comme vous l'avez si bien dit, quelle est donc la situation chez nous ici au Togo? Bien évidemment, il y a quand même des données parcellaires qui sont là, qui nous permettent d'avoir quand même une situation. La prévalence nationale n'est pas encore très connue, mais il y a une étude dans ce sens qui est en train d'être préparée et qui sera réalisée cette année. Et néanmoins, déjà, quand nous considérons les données des différentes campagnes de dépistage organisées dans le pays et puis les données des centres spécialisés comme le Centre national de transfusion sanguine, l'Institut national d'hygiène, les structures hospitalières et surtout universitaires qui publient les données, on se rend compte que c'est vraiment un réel problème de santé au Togo. Quand nous prenons déjà l'enquête qui a été réalisée chez les femmes enceintes et leurs enfants en 2018 au Togo, dans les chefs-lieux de région, notamment à Lomé, à Tchévié, à Takwame, Sokodé, Karaï, Dapaon. Cette enquête a mis en évidence une prévalence d'environ 10,6%, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Et l'âge médian était de 29 ans, ce qui prouve que c'est les jeunes qui sont vraiment touchés. Et les enfants ne sont pas épargnés non plus. La prévalence est moins de 2%. Et quand nous prenons les données du Centre national de transfusion sanguine, donc dans leur rapport publié entre 2018 et 2022, il y a une augmentation de la prévalence chez les donneurs de sang. Donc on est passé de 1,26% à 1,8% en 2022. Et ce qui montre vraiment la nécessité d'intensifier les efforts à tous les niveaux. Et l'Institut d'hygiène également entre 2013 et 2024. Donc, nous avons également sur l'ensemble des sujets testés, il y a une prévalence d'environ 18% et chez
Donc, 18%, oui, sur les échantillons testés. Donc, ce qui montre quand même que l'hépatite B est un problème vraiment réel au Togo. Et pour terminer, l'année dernière, en 2023, avec l'appui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le programme national de lutte contre le sida et les hépatites a organisé une campagne de dépistage. Et à l'issue de cette campagne de dépistage également, la prévalence était autour de 9,6%. Donc, nous voyons franchement très bien qu'à l'heure où les questions de santé publique sont vraiment préoccupantes, l'hépatite B trouve bien sa place dans le débat public. Donc, l'hépatite B ne peut plus attendre, nous devons agir. Ben voilà, je vous ai laissé donc nous égrener ces chiffres pour que les gens aient une idée réelle de ce qui se passe. Parce que le plus souvent, quand on en parle comme ça et qu'on ne montre pas le vrai visage des choses, on banalise un tout petit peu. Et d'ailleurs, les décideurs ont besoin de ces chiffres pour se rendre compte qu'en réalité, il y a nécessité, comme vous le dites, d'agir. Parce que pendant longtemps, l'on a attendu. Ce qui ne peut pas s'expliquer d'ailleurs, mais tout est priorité sous les tropiques, comme on dit souvent. Ça fait que certaines maladies ont dû attendre. Alors, c'est vrai que le programme national de lutte contre le sida s'est vu donc ajouter une nouvelle corde à son arc. Donc, ce sont les hépatites virales, justement parce que sûrement, c'est au niveau opérationnel et on a une longue expérience quand même pour les épidémies. On va y revenir tout à l'heure. Vous l'avez dit, on a vu la situation donc au Togo. Alors, l'OMS a lancé une campagne, donc c'est la semaine dernière, on va dire, en fin du mois d'août, on va dire. Il y a eu une campagne qui a été lancée contre les hépatites avec le thème « Les hépatites, la menace est bien réelle ». Que vise cette campagne? Quelles sont les actions qui ont été menées sur le terrain, concrètement, pour voir un peu ce qui a été fait? D'accord, merci. Il s'agissait d'une campagne de dépistage, mais qui était également couplée à la sensibilisation de la population. Et cette sensibilisation visait essentiellement l'information, l'éducation du public sur la prévention et la prise en charge des hépatites. Spécifiquement les modes de transmission, les symptômes, les conséquences de la maladie, mais tout en mettant l'accent sur l'importance de la détection précoce. Donc, c'est une campagne qui a été réalisée sur 5 sites dans 3 régions sanitaires du pays. Alors, les 3 régions qui ont été retenues, est-ce que c'est fonction de la prévalence de ces régions ou c'est par rapport à des éléments beaucoup plus précis au niveau du programme ou bien au niveau de l'OMS? Oui, c'est bon, on ne peut pas tout de suite affirmer que ces 3 régions sont les régions où il y a une forte prévalence parce qu'on n'a pas encore vraiment une vraie étude d'envergure nationale pour pouvoir vraiment mettre en évidence ces différentes disparités. Oui. Mais c'est déjà par rapport à ces quelques données parcellaires que nous avons identifié ces 3 régions. Est-ce que vous avez senti sur le terrain quand même que c'est un sujet qui préoccupe les gens partout où l'on est allé? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que les gens étaient attentifs? Les gens voulaient en savoir plus? Les gens voulaient écouter le message qui a été porté? Ah oui. Nous avons... cette campagne n'est pas sa première édition. Donc, l'année dernière, en 2023, nous l'avons également organisée. Et je vous assure que, habituellement, compte tenu de notre capacité à offrir donc ce dépistage gratuitement, il y a une quantité d'intrants qu'il faut prévoir. Mais je vous assure qu'à chaque fois, avant la fin du délai de la campagne, nous épuisons et le stock et on fait toujours des efforts pour compléter. Et aussi bien l'année dernière en 2023 que cette année, à la fin de la campagne, nous avons encore la population qui réclame.
Donc, Ça vraiment, voudrait dire que c'est un besoin. sujet, voilà, et que le sujet est en train donc de tarauder l'esprit. Le sujet est dans les esprits. Les gens se préoccupent véritablement. Alors, c'est vrai que on a fait des émissions ici à SO Docteur TV. On a exposé plus ou moins, on va dire, le vrai visage des hépatites et surtout de cette hépatite B-là dont vous parlez. Alors, qu'est-ce qui pousse à cette riposte nationale? Est-ce que ce sont les chiffres seulement ou alors peut-être parce qu'il y a des objectifs précis au niveau donc de l'autorité sanitaire, mais aussi au niveau du programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Et nous saluons au passage d'ailleurs le professeur Daniela qui devait être avec nous, mais qui, voilà, est très occupé. Hein. Il est pris, effectivement, mais le programme est quand même disponible et ouvre ses portes. Alors, qu'est-ce qui pousse? Quelles sont les raisons véritables? Est-ce que ce sont les statistiques que vous avez données ou on a des objectifs précis? Ah oui, je pense que les statistiques vraiment nous permettent de tirer la sonnette d'alarme, mais ces statistiques ne suffisent pas. Il y a l'accès au diagnostic et au traitement qui reste aujourd'hui très difficile compte tenu de la barrière financière. Les coûts sont très élevés, donc ça nécessite quand même la mise en œuvre des stratégies pour vraiment rendre accessible à la population. Le dépistage à lui seul ne suffira pas pour venir à bout de l'hépatite. Il y a aussi ce déficit d'information et de communication de la population pour un changement de comportement parce que quelques enquêtes CAP, les enquêtes d'évaluation de la connaissance de la population sur les hépatites B, les complications, le traitement ont montré quand même qu'il y a une forte proportion qui manque vraiment de connaissances, d'informations. Il y a vraiment ce déficit d'information. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour venir vraiment à bout de l'hépatite. Et je pense que ce sont tous ces aspects qui nous amènent, qui poussent vraiment à cette riposte nationale. Il y a aussi un dernier point, c'est la transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite B. Donc, et pour cela, aujourd'hui, nous savons que les enfants ont quand même la chance de bénéficier de la vaccination gratuite grâce au programme élargi de vaccination. Mais dans le cadre de l'hépatite B, nous avons besoin de donner une première dose de la vaccination dans les 24 premières heures qui suivent la naissance d'un nouveau-né d'une mère porteuse de l'hépatite B. Donc, il faut effectivement mobiliser les ressources pour concrétiser ces actions sur le terrain. La prise en charge de la mère, vraiment, et les complications, je pense qu'il y a vraiment des enjeux aussi bien collectifs qu'individuels. Alors, vous dites enjeu collectif qu'individuel, c'est vrai, au niveau collectif, c'est ce que vous venez de dire, c'est de faire en sorte que l'accès justement aux soins, l'accès au dépistage, l'accès justement à la prévention même, soit favorisé. Mais au niveau individuel, peut-être que ce sont des choses que vous allez rappeler peut-être dans vos conseils que vous avez donnés ou bien votre message de fin. Mais déjà, quand vous dites au niveau individuel, qu'est-ce qui incombe à chacun d'entre nous aujourd'hui quand on dit il y a véritable enjeu de pouvoir d'abord s'informer et de pouvoir aller là où normalement les services, sinon les soins de base et les soins particuliers contre les hépatites se délivrent. Ah oui, donc comme vous l'avez dit, de façon individuelle, c'est d'abord connaître les modes de transmission de l'hépatite B et les modes de prévention essentiellement et connaître les services de soins disponibles. Donc par rapport à la prévention, il faut éviter le contact avec des objets souillés de sang, donc depuis les rasoirs et tous ces objets. Donc ça voudrait dire que nos coiffeuses, nos tatoueurs, nos amis, oui, bien évidemment, les coiffeurs, donc sont interpellés là-dessus. Bien sûr. À utiliser donc des objets à usage unique, surtout, ne pas les mélanger. Et aussi, chacun d'entre nous faire attention, on ne prend pas une lame déjà utilisée par quelqu'un et on se met à l'utiliser. Également faire attention au niveau des enfants,
D'accord. Mais là, on est dans un schéma qui se rapproche pratiquement du VIH et Voilà. c'est un plus quand même pour vous, au PNLS, mais pas forcément pour l'opinion. Ah non. Parce que le Oui. plus souvent, ça n'arrive qu'aux autres, quoi. C'est la tendance qu'on voit. Quand on n'est pas encore dans la situation, on fait pas attention. Mais moi, c'est pas, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas malade. Ah oui, c'est justement pour ça qu'il faut parfois montrer les chiffres Oui. pour, pour que la population soit véritablement conscientisée. Et ne devons pas également oublier qu'il y a la transmission verticale. Là, une mère peut transmettre à son enfant. Et là, c'est vraiment un enjeu capital. De toute façon, ce que vous dites, c'est clair qu'aujourd'hui, les hépatites, c'est autour de nous. Ah oui. Et peut-être en nous, mais nous ne le savons pas. Parce que vous le dites le plus souvent, c'est vous la spécialiste. Hein. Quand on contracte le virus, parfois l'organisme même fait le travail à notre place sans que nous ne nous rendions compte. C'est quand l'organisme n'y arrive pas que finalement, on débouche sur les complications. Et c'est ce qui est encore plus grave, dramatique de voir que on se rend compte qu'on est passé par une hépatite juste par les complications. Justement, ça c'est vraiment un point très intéressant. Oui. Et c'est ce qui fait même dire de l'hépatite qu'elle est une tueuse silencieuse à cause de sa phase vraiment asymptomatique et surtout le fait que l'on découvre vraiment à un stade très avancé. C'est donc ce qui justifie d'ailleurs la nécessité du dépistage, quoi. On ne peut pas attendre d'être malade pour faire un diagnostic. Donc, alors, rendons disponible le dépistage, d'accord, comme celui du VIH, et puis on aura réglé une bonne partie du problème. Et je sais que les décideurs y travaillent. Alors, justement, aujourd'hui, vu que la menace est bien réelle et que ça devient une préoccupation majeure à l'échelle donc de tout le monde entier, à l'échelle du continent, mais aussi à la mesure de ce que le VIH nous a montré et les autres épidémies qu'on connaît. Quelles sont les directives aujourd'hui de l'OMS en matière de lutte contre les hépatites virales? Oui, je pense que les directives sont assez claires. Hein? C'est vraiment élargir l'accès aux tests de dépistage et aux moyens diagnostiques de l'hépatite B, renforcer les mesures de prévention et renforcer surtout l'accès à un traitement équitable. Également l'implication de la communauté, donc la mobilisation communautaire, la société civile, et sans oublier la recherche opérationnelle qui peut nous permettre d'identifier des goulots, de les analyser et de proposer des approches de solutions adaptées à notre contexte. Et vraiment agir également pour réduire la transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite B. Alors, chez nous au Togo, c'est vrai ça, on voit bien que c'est ce que l'OMS nous préconise, et vous l'avez si bien dit en indiquant l'aspect adapté, d'accord, les besoins, sinon les enjeux, à nos réalités, comme vous le dites, et au Togo, quelles vont être, nous, nos perspectives finalement. Vu la situation que nous avons, plus de 10% en termes de prévalence, je pense qu'il faut agir vite et mettre beaucoup de moyens. Et en perspective, qu'est-ce qui est prévu? Oui, justement, je pense que il y a déjà un fort engagement politique et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'intégration du programme national de lutte contre les hépatites au programme existant, au programme national de lutte contre le VIH existant, pour mutualiser les ressources et aller beaucoup plus vite. Donc, ce qui nous permet de bénéficier ou de capitaliser de la ressource humaine existante, de toute la capacité de gestion financière et matérielle, voilà, technique de ce programme qui a déjà fait ses preuves en matière de lutte contre le VIH. Donc, aujourd'hui, notre première préoccupation, c'est vraiment élaborer une stratégie nationale de lutte contre les hépatites au Togo et qui nous permettra vraiment de tracer clairement la perspective de notre action
Ensuite, cette enquête de prévalence nationale qui est vivement attendue d'ici la fin de cette année pour nous relever les différentes disparités éventuelles en matière de sous-groupes de population, milieux de résidence et également des disparités au niveau spatial pour qu'on sache les régions et les districts les plus touchés afin de proposer vraiment des stratégies beaucoup plus adaptées et ciblées pour ne pas se disperser et perdre les ressources. Nous pensons également, en tant que programme, de continuer les plaidoyers pour la subvention du traitement et surtout les bilans biologiques. Le dépistage, même s'il est gratuit, il nous faut vraiment la subvention, au mieux totale, qu'elle soit gratuite, et vraiment à défaut, une subvention partielle pour le bilan pré-thérapeutique. C'est ça vraiment la difficulté de la prise en charge des hépatites. Il faut nécessairement que le clinicien puisse évaluer les niveaux d'atteinte hépatique pour pouvoir identifier les patients qui sont éligibles au traitement. Et également, au cours du suivi, il nous faut nécessairement ce bilan. La charge virale déjà qui est vraiment très coûteuse. Continuer vraiment le plaidoyer au niveau national pour qu'on puisse subventionner cela. Et également, comme je l'ai dit, les enquêtes d'évaluation de la connaissance de la population sur vraiment ces hépatites, les complications, montrent qu'il y a un véritable déficit de communication. Et donc, il nous faut une stratégie efficace et de communication vraiment adaptée pour un changement de comportement. Donc, voilà quelques actions en perspective que je peux citer ici. Voilà, donc vous avez donc pratiquement fait le tableau de bord en matière de riposte aujourd'hui contre les hépatites, et vous avez donné des indications précises qui ne sont pas tombées dans des oreilles sourdes, aussi bien quand même aux populations. Et ce que vous dites qui est intéressant, c'est de voir que on ne va pas agir pour agir. Selon donc les milieux, comme vous dites, les études permettront de voir un peu là où on intensifie ou quel type donc d'intervention on mène selon donc l'ampleur de la maladie par zone, et puis également les cibles, vous l'avez dit, les âges, là où il faut insister ou tel. Et mais vous évoquez un élément aussi qui est très important, ce sont les bilans, vous l'avez dit, pré-prise en charge, mais aussi au cours de la prise en charge. C'est des choses qui coûtent très très cher pour évaluer le niveau d'atteinte, mais aussi le niveau en termes de résultats, là où on en est, pour voir si on continue avec les molécules qui sont là. C'est beaucoup de choses. Je fais juste cela pour ramasser un peu ce que vous avez dit. Mais les objectifs et les directives de l'OMS aujourd'hui, on a vu un peu ce qui est en perspective chez nous. Mais les grandes actions, juste là, dans l'immédiat, par rapport à ce que vous faites, est-ce qu'on va continuer la sensibilisation? Parce que vous dites que le premier souci encore, c'est ce manque d'information au niveau des populations. Les gens sont là, ok, d'accord, on ne sait pas parce que il n'y a pas de signe apparent qui indique que là, ce signe-là, ce sont les hépatites. On n'est pas à l'écoute, mais il faut s'informer quand même. Autant vous devez informer, il faut que les populations se disent, je dois savoir ce que c'est, sinon ce que sont les hépatites virales, mais aussi comment je peux les contracter, mais les mesures de précaution également. Ok, oui. Bon, je pense que la sensibilisation reste quand même un maillon très important de la lutte. Sauf que aujourd'hui, nous devons mettre à profit les réseaux sociaux parce que les jeunes sont plus vraiment accrochés à ces réseaux sociaux. Et nous savons aussi que l'hépatite B touche beaucoup plus les jeunes aujourd'hui. Donc, je pense que l'année dernière, si ma mémoire est encore bonne, la campagne digitalisée nous a permis quand même de toucher beaucoup de jeunes et nous les avons vus interagir directement en ligne en posant vraiment des questions. Et ça nous a beaucoup interpellés.
Ça nous a beaucoup interpellés. De dire que c'est là où il faut intensifier donc Oui. la communication, c'est là où il faut aller les chercher, donc les cibles privilégiées de la maladie. Vous l'avez dit, 29 ans déjà, on imagine, et encore plus bas d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui les enfants même peuvent être atteints. Donc en étant sur les réseaux sociaux, on peut plus toucher donc la cible jeune. Oui, est-ce qu'il y a d'autres stratégies aujourd'hui qu'il faut mettre en place en matière de communication? Vous l'avez dit. Est-ce que nos leaders communautaires, le plus souvent, ce sont des gens que vous sensibilisez ou bien que vous comptez sensibiliser, mais aussi former? Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui se passe dans la capitale n'est pas forcément ce que l'on voit en milieu beaucoup plus reculé, en milieu rural, comme on dit souvent. Ouais, je pense que on ne va pas réinventer la roue, hein. Donc, avec le VIH, nous avons déjà tout un dispositif en matière de mobilisation communautaire. Oui. Et c'est ce même dispositif que nous allons utiliser pour vraiment renforcer l'éducation, la communication pour un changement de comportement dans la population. Donc, comme vous l'avez dit, nous travaillons déjà avec les leaders communautaires et même, je peux dire, il y a des prestataires, des acteurs qui exercent dans la communauté. Et bon, dans le contexte du VIH, nous parlons plus de médiateurs au lieu d'agents de santé communautaire. Mais je pense que tous ces canaux je pense que tous ces canaux, voilà, et tous ces acteurs-là, tous ces acteurs-là seront également mis à contribution pour venir à bout de l'hépatite. Alors c'est vrai que quand je vous entends dire ça, j'allais vous demander, on sait que le PNLS quand même a assez de recul, sinon le Togo, en matière de lutte contre le VIH. On a pu même ramener la prévalence de 6 aujourd'hui à 1,3 si je ne m'abuse. Bon, ça veut dire quand même qu'on a assez d'expérience et que on a déjà donc des leviers sur place sur lesquels donc il faut agir. Et en même temps, si l'on avait peut-être depuis ces 10 dernières années, imaginez intégrer justement, d'accord, la sensibilisation, mais aussi les actions concernant les hépatites, on aurait gagné, mais il n'est jamais trop tard pour agir, pour bien faire. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est qu'on va arrimer la riposte là au dispositif du VIH que nous avions. Oui, je pense que vous l'avez très bien dit. Hein. Même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, je pense que dans sa démarche recommandée au pays, c'est vraiment l'intégration. Donc, par exemple, quand nous prenons les actions à l'endroit de la mère et de l'enfant, aujourd'hui nous parlons de la triple élimination. Donc, c'est une stratégie qui cible à la fois le VIH, la syphilis et l'hépatite. Donc c'est vraiment des stratégies intégrées qu'il nous faut aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un contexte de rareté de ressources. Hein. Donc, même le VIH aussi. Donc nous avons vraiment intérêt à mutualiser les ressources et à intégrer les différents programmes, les approches et stratégies pour beaucoup plus d'efficience. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on a un schéma unique, cela permet une meilleure lisibilité de la situation. Et comme vous le dites, cela permet de mieux adresser les interventions sur le terrain. On sait le travail qui est fait par les médiateurs sur le terrain, les agents de santé communautaire. L'on n'aurait pas du tout tort parce que quand on voit les modes de transmission et en même temps les modes, on va dire, les mesures de prévention, les hépatites ne sont pas trop loin du VIH. Même le traitement. Même le traitement. C'est les antirétroviraux qui sont utilisés. Donc, c'est le même tenofovir. Voilà. Donc en réalité, on a déjà un système d'approvisionnement qui est là. On ne va pas inventer encore pour les hépatites. Donc, il suffit de grossir les chiffres et souhaiter que les partenaires mettent la main à la poche
Mais est-ce que depuis ces années, on est arrivé, ça c'est vrai que c'est une question que je vous amène là comme ça, mais on est arrivé quand même à faire un effort pour amener les gens à opter pour une certaine mobilisation des ressources au niveau national, au niveau local même. Je veux parler des régions, des communautés. On a des mécènes. Est-ce que on a pu quand même orienter le plaidoyer vers ces gens aussi pour voir si cela peut quand même permettre d'augmenter Oui, la oui, oui. cadence? Je pense qu'il y a déjà un grand travail qui est en train d'être fait, hein, qui est en train d'être fait pour la pérennité. Donc, nous sommes aujourd'hui conscients que pour la plupart de nos programmes de santé, euh, nous sommes fortement dépendants de l'extérieur, du financement extérieur, je veux dire. Donc, les réflexions sont vraiment en cours actuellement au niveau central pour élaborer même une feuille de route, hein, une feuille de route pour la durabilité et la pérennité du financement, tout en mettant l'accent sur les fonds domestiques. Tout à Donc, fait. ouais. Alors, l'éveil des consciences, vous le dites aujourd'hui, c'est de faire un matraquage. Et là aussi, il y avait un matraquage, on va dire, médiatique, quand, on va dire, les années de gloire du VIH, je vais les appeler comme ça, Ah, où on avait quand même de la publicité, des spots de sensibilisation, où hein, on amenait les gens à l'utilisation donc du préservatif, mais également, on va dire, à la lutte contre la discrimination, la stigmatisation. C'est vrai que le VIH quand même occupait, on va dire, l'actualité à une proportion très 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 élevée. Et puis à un moment donné, on a senti qu'il y a eu quand même une certaine ok, un relâchement. un Donc, je relâchement, on pense va que dire. Cela voudrait dire que c'est le moment de recommencer en intégrant donc les hépatites. non, non, je pense que Puisque le ouais, ouais. dispositif VIH, il faut l'utiliser vraiment dans tous ses aspects. Non, je pense que c'est l'évolution des choses. Au début de la lutte, le VIH était aussi méconnu, hein. Oui, oui, Était aussi méconnu. Il fallait mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation. tout à fait. Mais aujourd'hui, la sensibilisation trouve toujours sa place, hein, trouve toujours sa place, et ça fait partie des stratégies de la lutte. Mais je pense que des efforts, il y a beaucoup plus d'efforts et de mobilisation de ressources pour sécuriser le traitement, parce que nous avons, en tout cas, pour ne pas donner les chiffres sur les médias, nous avons quand même une proportion non négligeable de la Oui. population qui est porteur de cette infection. Donc, la sécurisation du traitement antirétroviral et aussi la continuité, le maintien, la rétention dans les soins. C'est ça. Donc, je peux dire que on n'a pas baissé les bras pour la sensibilisation, mais l'accent est beaucoup plus mis sur vraiment la sécurité du traitement et puis le suivi. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir utiliser les ressources aussi. Mais si les gens n'ont pas d'informations, c'est vrai qu'ils vont pas s'amener pour bénéficier, d'accord, du traitement et surtout avoir le réflexe donc du dépistage que vous recommandez. Alors aujourd'hui, faut-il encore ramener cette question acteurs, facteurs aujourd'hui qu'il faut aller convoquer pour obtenir vraiment des changements de comportement au niveau des populations? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché du doigt sur ce plateau? Parce que qui fait quoi? Et qu'est-ce qu'on met devant? Est-ce que il faut encore aller chercher, creuser? Je suis sûr qu'au moment où on le faisait pour le VIH, on a trouvé quand même des astuces, sinon des alternatives pour amener les gens véritablement à prendre conscience et aussi à se dire au niveau individuel, comme vous le disiez, j'ai ma part de responsabilité aussi à jouer. Oui, bon, je pense que par rapport à l'hépatite, hein, particulièrement, on peut se dire qu'on est au début de la lutte aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'éducation de la population qui est de mise et le dépistage de la population
amener chacun individuellement à connaître son statut. Donc, je pense que c'est beaucoup plus cela. Et surtout, comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les moyens que nous utilisons pour la sensibilisation et obtenir vraiment un changement de comportement dans la communauté. On a plus de possibilités, vous voulez dire. Est-ce qu'il faut aller penser à intégrer les hépatites dans les curricula de formation? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Non, ça existe déjà quand même. Ah, ben voilà. Ça existe déjà. Donc, l'hépatite, c'est pas une nouvelle maladie comme voilà. même Covid-19 existait avant que les médias n'en parlent. Voilà, donc il faut vraiment insister là-dessus et faire en sorte que même à l'école tous les matins, que les enseignants rappellent quand même qu'il y a une menace et d'accord, soumettre les enfants à une petite révision comme on faisait pour la morale avant. Oui, donc ça veut dire que c'est de rappeler les gens la conscience au fait. Tout à voilà, fait. c'est d'éveiller la conscience voilà, de tout un chacun. Voilà. Nous devons donc jouer aux sentinelles, c'est un peu ça, oui. Ce que vous êtes en train de nous dire. Alors nous sommes en train donc de finir cette émission comme ça. Docteur Zakiatou, dame épouse Adita, si vous avez aujourd'hui des messages à formuler à l'endroit de nous, les populations. Je vais peut-être rappeler ce que vous avez dit à l'endroit des décideurs, que diriez-vous? À l'endroit donc des PTF, que diriez-vous? et surtout à l'endroit de nos femmes dans les communautés, nos mères, qui sont une frange particulière dans les cibles. Ok, merci. Je pense que pour la population, l'hépatite B est une infection virale qui s'attaque au foie et dont la complication est mortelle. Donc, nous devons aller vraiment à l'information pour connaître les modes de transmission de cette infection et les moyens de prévention également. Le deuxième point, c'est que bien que l'hépatite B soit mortelle, lorsqu'elle nous amène vers les complications graves, elle est évitable par la vaccination. D'où l'intérêt de se faire dépister et bénéficier d'une meilleure prise en charge. Donc, par rapport aux décideurs, je pense que le fait nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il y a un fort engagement politique. Donc, un fort engagement politique et les ressources ont été mobilisées pour qu'on puisse amorcer vraiment quelque chose et dans la lutte contre cette infection qui est devenue aujourd'hui un véritable problème de santé. Donc, nous avons amorcé le pas, mais pour atteindre les objectifs, c'est de mobiliser beaucoup plus de ressources pour qu'on puisse concrétiser les actions. Alors, mobiliser beaucoup plus de ressources parce que de toute façon, quoi qu'on dira, il faut les moyens forcément pour rendre le dépistage accessible, je ne dirais pas gratuit, au plus grand nombre, mais c'est notre souhait, c'est d'arriver comme on l'a fait pour le VIH, si on veut vraiment donc éliminer les hépatites aussi, comme on le pointe pour le VIH avec les objectifs 95, les 3,95. Oui, d'ici 2030. D'ici 2030, c'est de faire en sorte aussi qu'on en finisse aussi en même temps avec les hépatites, parce que peut-être qu'on voit la tendance de toute façon. Si rien n'est fait, il faudra passer d'une épidémie à une autre, ce qui n'arrange pas forcément les systèmes de santé donc du continent et particulièrement celui de notre pays, le Togo. Docteur Adam Zakia, épouse Adita, vous êtes médecin de santé publique, responsable de l'unité prise en charge au niveau du programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Merci d'être passé, nous vous souhaitons bon retour chez vous. Et au passage, nous saluons donc le coordonnateur du programme, le professeur Dagnan, à nous et toute son équipe. Également, nous remercions ici les équipes techniques et rédactionnelles qui nous aide au quotidien donc à produire cette émission pour vous, chers téléspectateurs. Quant à vous, restez nous fidèles.
le meilleur reste à venir. Votre santé et bien-être, notre priorité. Merci.